Bon, le lauréat suivant, c'est un lauréat qui pose vraiment des problèmes d'organisation, parce que le lauréat suivant, il a postulé à 2 prix et il les a reçus. Et le premier de ce prix est le prix Cornelis Lebègue, qui est un prix destiné à encourager l'étude de la guérison du cancer. C'est un jury qui est composé des professeurs Scaillet, Castronovo et Picard. Et par ailleurs, il y a un autre prix qui est le prix Albert Pierre-Jean Dustin, qui est destiné à récompenser un ensemble de recherches expérimentales dans le domaine de la pathologie cellulaire. Le jury a été composé des professeurs Burny, Noël et Wallemac. Alors, vous allez voir qu'il y a un lauréat commun pour ces 2 prix. Il y a 2 présentateurs, vous vous rendez compte, il a de la chance, ce jeune homme-là. Et donc, ce sont les professeurs Scaillet et Noël qui vont présenter le premier, M. Scaillet, le prix Cornelis Lebègue, et Mme Noël présentera le prix Dustin, et vous vous débrouillez pour consentir honorablement au tout ça. Mais on fait mieux de se débrouiller, et on a eu une concertation extrêmement intense avec Mme Noël. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, mesdames, messieurs, Pierre Sonvaux a obtenu en 2000, à l'âge de 25 ans, son master en pharmacie après de brillantes études à l'Université catholique de Louvain. Son intérêt pour la recherche fondamentale s'est éveillé très tôt. D'abord étudiant-chercheur dans le laboratoire du professeur Didier Lambert, il a ensuite travaillé 2 ans à l'Institut Ludwig sous la supervision de Benoît van den Eynde, puis a décroché un mandat d'aspirant au FNRS dans le cadre d'un projet de doctorat au sein du pôle de pharmacologie et de thérapeutique du professeur Jean-Luc Baludan. Son promoteur était le professeur Olivier Ferron, actuellement directeur de recherche à l'Institut de recherche expérimentale et clinique, l'IREC, dans ce même laboratoire, et le doctorat fut défendu en 2004. Ce laboratoire s'intéresse depuis de nombreuses années aux phénomènes physiopathologiques associés aux troubles de la perfusion cardiaque. Ces troubles entraînent des perturbations dans l'oxygénation des tissus, créant une cascade de réactions que l'on retrouve également dans les tumeurs. C'est donc par une fertilisation croisée que ce laboratoire a étendu son activité en direction de l'oncologie. Pierre Sonvaux, après 3 ans passés chez le professeur Ferron, est parti aux USA pour presque 2 ans de post-doctorat dans le laboratoire de radio-oncologie du professeur Mark Dewhurst à la Duke University en Caroline du Nord, en 2004 et 2005. Il y a débuté ses travaux sur le métabolisme tumoral du lactate, lequel découle des conditions hypoxiques dans lesquelles les cellules tumorales doivent trouver leur énergie. Pas moins de 6 publications ont suivi ce fellowship et les contacts avec l'équipe de Duke se poursuivent. Le prix Galien 2009 de pharmacologie lui a été attribué pour ses recherches visant à améliorer le traitement des patients atteints de cancer. L'objectif du travail était d'explorer les mécanismes profonds liés à la formation de cancer en vue d'améliorer l'efficacité des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Pierre Sonvaux a en réalité accumulé les distinctions et les prix, et il serait bien long d'en faire la liste. Il est à présent lui-même devenu promoteur de thèse de doctorat. Il détient enfin 4 brevets internationaux. Alors si je comprends bien, M. Sonvaux va présenter d'abord les travaux qui lui ont permis de mériter ce prix Cornelis Lebègue, et puis il y aura une deuxième présentation. J'espère qu'on dira d'autres choses. Il nous parlera d'une autre recherche. Voilà. Eh bien, Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je vais vous présenter très brièvement les résultats qui ont reçu le prix Cornelis Lebègue. Et je sors ici une arme en espérant numéro de personne pour pouvoir indiquer sur les liens ce que je vous montre. Alors, le prix Cornelis Lebègue concerne des études qui ont permis de cibler les différences structurelles et fonctionnelles des vaisseaux sanguins afin d'améliorer le traitement du cancer, principalement par radiothérapie. Alors, il faut savoir que les tumeurs sont des organes complexes. Ils ne sont pas seulement composés de cellules tumorales, mais ils contiennent également de très nombreuses cellules saines, parmi lesquelles les fibroblastes, des cellules immunitaires, mais également des cellules vasculaires, parmi lesquelles les cellules endothéliales. Et les travaux se sont focalisés sur l'endothélium vasculaire. Alors cet endothélium tumoral lui-même est très hétérogène. Donc, il existe des populations de vaisseaux en développement, des néovaisseaux, qui en fait s'établissent lors de la croissance tumorale,
et qui permettent à la tumeur de croître à vitesse exponentielle. Et puis il existe également des vaisseaux matures, soit parce qu'ils préexistaient dans la tumeur, soit parce qu'ils découlent de néovaisseaux qui ont maturé. Alors il y a différentes stratégies thérapeutiques qui peuvent exploiter ces caractéristiques propres de la vascularisation tumorale. Un premier type de stratégie est d'empêcher la croissance des nouveaux vaisseaux, et c'est ce qu'on appelle les thérapies anti-angiogéniques. Une seconde stratégie que nous avons développée est une stratégie qui vise à exploiter la réactivité vasculaire des vaisseaux tumoraux matures afin de radio et de chimiosensibiliser les tumeurs. Et c'est une stratégie qui a été appelée une stratégie pro-vasculaire. Alors nous avons été actifs sur les deux plans et je vais vous montrer très brièvement ce que nous avons pu faire dans le domaine de l'angiogénèse. À titre, je vous montre deux exemples. Un premier exemple est que nous avons pu mettre en évidence que le lactate, un produit métabolique des tumeurs, qui produit en très grande quantité dans les tumeurs, est capable d'induire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Ce que je vous montre ici, ce sont des images de microscopie intravitale où les animaux ont reçu ou pas du lactate exogène, et on voit très clairement ici, si on compare les images sur la notre gauche et à notre droite, on voit clairement l'établissement d'une néovasculature dans ces animaux. Ce que nous avons pu montrer, c'est qu'il est possible d'empêcher l'angiogénèse induite par le lactate au moyen d'inhibiteurs d'un transporteur du lactate qui s'appelle le transporteur MCT1 ou monocarboxylate transporteur. Un second exemple qui est très parlant aujourd'hui aussi est que nous avons pu mettre en évidence que la radiothérapie elle-même est capable d'induire l'angiogénèse tumorale. En d'autres termes, la radiothérapie est capable de favoriser la croissance tumorale dans certaines circonstances. Je vous montre ici un vaisseau en culture, et ce vaisseau est soit laissé non traité, soit a été irradié à une très faible dose de rayon X et a été mis en culture pendant plusieurs jours. C'est ce que l'on voit, c'est le développement de structures vasculaires, de néovaisseaux, qui s'établissent à partir du vaisseau sanguin préexistant. C'est donc de l'angiogénèse in vitro. Alors nous avons, par des études basiques, pu montrer que cette réponse dépend principalement de la stimulation d'une enzyme, la NO-synthase endothéliale, une enzyme qui produit du monoxyde d'azote, et le monoxyde d'azote est connu comme un agent pro-angiogénique majeur. Sur base de cette caractérisation, nous avons pu montrer que les inhibiteurs de cette fameuse NO-synthase endothéliale sont capables de prévenir les effets pro-angiogéniques de la radiothérapie, suggérant donc qu'il serait judicieux de combiner un traitement par radiothérapie et des inhibiteurs de NO-synthase. Alors, dans le cadre des thérapies provasculaires maintenant, ce que je vous montre ici, c'est l'image d'un îlot tumoral caractéristique. Donc, dans cet îlot, on retrouve au centre un vaisseau sanguin perfusé, un vaisseau sanguin mature, qui délivre de l'oxygène et des nutriments aux cellules tumorales qui sont représentées ici en bleu. Et au-delà d'une certaine distance, nous avons une zone nécrotique ici au-dessus, ici en dessous, où les cellules tumorales ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et ne reçoivent pas suffisamment de nutriments. Elles sont trop éloignées des vaisseaux sanguins et elles ne sont pas capables de survivre. Donc, la diffusion des drogues de chimiothérapie dépend également de la vascularisation tumorale. Et donc, les cellules tumorales les plus éloignées des vaisseaux sanguins seront également intrinsèquement les plus résistantes à la chimiothérapie, puisque le traitement les atteindra beaucoup plus difficilement que les cellules qui sont proches des vaisseaux. En ce qui concerne la radiothérapie, il faut savoir que l'efficacité de la radiothérapie dépend d'abord et avant tout de la présence d'oxygène, et cet oxygène est capable de stabiliser les dommages de l'ADN induits par la radiothérapie. Et là aussi, les cellules tumorales sont exposées à un gradient d'oxygène qui décroît depuis les vaisseaux tumoraux perfusés vers la périphérie. En d'autres termes, les cellules périphériques seront plus résistantes à la radiothérapie. Alors, comment contrer ces données biologiques de façon thérapeutique? Eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est ce qu'on a fait, serait d'induire une dilatation des vaisseaux sanguins dans les tumeurs. Alors, cette vasodilatation doit répondre à deux exigences principales. Un, être spécifique des vaisseaux tumoraux, éviter un effet sur l'ensemble de l'organisme. Et deux, être transitoire afin de ne pas influencer la vitesse de croissance de la tumeur. Alors, plutôt que de vous montrer de très nombreux exemples de stratégies, je vais plutôt vous montrer un résumé des différentes techniques, des différentes stratégies que nous avons pu mettre en évidence. Et ces stratégies ont été développées sur base de deux observations majeures. La première est que nous avons pu montrer qu'un système de vasoconstriction est constitutivement activé dans les vaisseaux tumoraux. Les vaisseaux sont constitutivement fermés. Alors,
Ce système dépend de l'endothéline 1, un agent produit par la cellule tumorale qui se lie à un récepteur de TA qui est présent dans l'endothélium vasculaire. Première donnée. Seconde donnée, nous avons pu montrer que le système de la héliosynthèse endothéliale, dont nous avons déjà parlé, est effectif dans les cellules tumorales. Alors, sur base de ces deux observations, nous avons pu développer 4 stratégies différentes. La première, qui est à votre gauche, vise à utiliser des inhibiteurs du récepteur de l'endothéline A afin de dilater les vaisseaux sanguins tumoraux. Nous avons pu montrer que ces effets sont transitoires, locaux et sont capables de radiosensibiliser les tumeurs. Ensuite, dans le domaine de la héliosynthèse endothéliale, nous avons développé différentes stratégies qui permettent en fait de rétablir la production de monoxyde d'azote dans les tumeurs. Alors, ces stratégies exploitent des caractéristiques propres de la tumeur, comme par exemple l'hypoxie, qui permet la conversion d'une molécule d'hémoglobine modifiée en un donneur de rénine. Donc, ce système permet de libérer des doses spécifiquement dans les tumeurs qui sont hypoxiques et de radiosensibiliser ces tumeurs. Une seconde approche exploite la conversion des nitrites en monoxyde d'azote, qui dépend, elle, du pH acide qui est présent typiquement dans les tumeurs. Et enfin, nous avons pu montrer que les rayons X non seulement induisent l'angiogenèse virale, mais également, via la production de PNO, sont capables de dilater sélectivement les vaisseaux tumoraux, et ainsi une première dose de radiothérapie sensibilise à une seconde dose de radiothérapie par un effet vasculaire au niveau de la vasodilation. Donc ce sont ces résultats qui permettent d'entrevoir de nouvelles applications thérapeutiques qui ont été récompensées par le prix Cornelis Leveille, et je tiens à souligner le rôle prépondérant du professeur Olivier Foron qui a supervisé la plupart des études dont je viens de parler. Je vous remercie. Première récompense, Pierre. Et donc c'est le professeur Noël maintenant qui va présenter le